Bon, d'accord. Alors, dans l'idée, on va faire une présentation un peu globale de toutes les mesures qui existent. Je pense que voilà, depuis le 14 mars ou le 16 mars, il y a différentes mesures que vous avez déjà mises en place et donc on n'aura peut-être pas forcément besoin de détailler celles-ci. Ce que je vous propose, c'est de m'arrêter sur les mesures qui me paraissent être voilà, plutôt à disposition des entreprises du tourisme globalement. Même si c'est compliqué de faire le tour parce que finalement, chaque cas est unique et on essaye de traiter les entreprises et leurs demandes, au cas par cas. Voilà, donc on a fait un répertoire, au sein de l'AD Normandie, des différentes mesures. On essaye de le mettre à jour, de façon quotidienne ou même, bi-quotidienne, j'ai envie de dire, parce que ça évolue quand même, assez régulièrement pour que vous puissiez, et que la majorité des entreprises, en tout cas, puissent avoir accès, à ce guide. C'est un guide qui est assez exhaustif, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi après, l'individualiser parce que, c'est pas forcément simple d'avoir une lisibilité globale. Donc les premières mesures, qui avaient été mises en place, c'était l'accompagnement, à la mise en place, du chômage partiel et de l'activité partielle, pour, les entreprises. Donc ça que je pense que, majoritairement ceux qui ont des entreprises et des structures qui emploient, et qui ont des employés, vous avez dû faire appel, à ces dispositifs, que ce soit pour, les saisonniers ou que ce soit, pour, le personnel et les ETP que vous avez, à temps complet. Hem Voilà, donc là, on avait, tout le détail. Souvent, vous êtes passé par vos experts comptables pour le faire. Ça a été un peu compliqué au départ, d'avoir, des codes, et que les choses puissent se mettre en place. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que sur chaque mesure qui vont être sollicitées, il faut, faire preuve de patience parce que, aujourd'hui, la majorité, des départements, voilà, que ce soit la DIRECCTE, que ce soit l'URSSAF ou que ce soit d'autres, départements, sont, submergés, de demandes. Donc il y a des cellules, là-dessus, d'accompagnement. Ça a été très compliqué aussi, sur le passage en télétravail. Donc souvent, il vaut mieux privilégier les envois de mails que les appels, téléphoniques, même si on a encore des structures qui sont en capacité de pouvoir appeler. Alors je sais pas, moi j'étais sur la slide 5, je sais pas si on peut. J'y vais, je fonce. Voilà. Il suffit juste de me dire la slide. On va Le... faire ça comme ça, j'essaye de suivre sur mon portable, comme ça en plus je suis en face et pas de côté et Est-ce que c'est celle-ci, hein? C'est la slide 5, c'est ça? voilà, on est sur les mesures, Super. d'activité partielle qui permettent, donc de pouvoir conserver, surtout, ses effectifs parce que, l'idée, elle est bien sûr, que la majorité des entreprises, diminuent leurs charges pour pouvoir, voilà, continuer leur activité et que le jour où le déconfinement, se remettra en place, l'activité puisse reprendre, sans poser de difficultés, sans passer par des recrutements ou quoi que ce soit. Donc en effet, les premières mesures, baisse des charges, globalement, donc mise, en activité partielle, au chômage partiel, de ces employés. Pour certains en arrêt maladie pour des gardes d'enfants. On va passer à la slide suivante si c'est possible. Oui, bien sûr. Report, voilà. La deuxième mesure importante, à laquelle il était, voilà, bien de pouvoir émarger aussi, c'était, donc les reports des dettes fiscales et sociales, de la même manière pour alléger, ses charges et donc son besoin en fonds de roulement, sur la période, qui est, sans activité et donc sans chiffre d'affaires. Donc ça, je pense aussi que vous avez dû, mettre tout ça en place pour ceux qui sont concernés, bien entendu. Alors on avait, report du paiement des loyers, factures d'eau et gaz, d'électricité. Le président, Macron avait, proposé à ce que ça puisse se faire sans vraiment avoir, de mesures spécifiques. Donc l'idée, c'est de trouver un arrangement amiable avec son bailleur et de pouvoir, voilà, avoir ces opportunités-là. Alors quand on est, sur, de l'hébergement, touristique, on est souvent propriétaire, de ces murs, donc on appelait plus à une pause mensualité, des prêts qui étaient concernés et des prêts qui supportaient les murs pour pouvoir, voilà, limiter, les charges et donc le règlement du loyer par la société d'exploitation si toutefois il y en a une. Stéphanie, je vous interromps une seconde. Il y a une question de Pamela qui demande quand seront, dans ce cas, prélevés ces reports? Est-ce qu'on a à ce jour une idée du décalage en fait du report? Est-ce qu'on sait quand est-ce que ces échéances auront lieu?
Peut-être Sur pas les dettes encore. fiscales ou sociales Ouais. ou sur les factures globales? Alors, c'est sur les reports en général, donc social, précise pas. Bon, alors on peut prendre les deux, on peut faire les deux, c'est assez rapide. Le report des charges sociales, on est sur 3 mois. Aujourd'hui, en tout cas, enfin, au moment en mars où ça a été mis en place et où les mesures ont été proposées, on était sur 3 mois. Donc voilà, avec un prélèvement qui aurait lieu, qui aura probablement lieu mi-juin, mais encore une fois sans certitude, hein, parce que les reports et les mesures sont modifiables au fur et à mesure où on avance dans la crise et on en voit ou pas la sortie. Et de l'autre manière, sur la partie facture d'eau, loyer, gaz ou électricité, tout dépend de la négociation que vous avez pu faire avec votre opérateur. Très clairement, en fonction, en effet, de son propriétaire ou de l'abonnement que vous avez en électricité ou en gaz, déjà, soit ils vous ont dit oui, soit non, soit de l'autre côté, ils vous proposent une possibilité. On est souvent sur un délai de 3 mois. Ok, merci Stéphanie. Et après, normalement, c'est lissé. C'est-à-dire que le prélèvement ne se fait pas forcément d'un seul coup, mais vous vous retrouvez avec des mensualités plus importantes que celles que vous aviez avant pour lisser la charge que représente le report de ces mensualités. Merci. Je suis passée ensuite à la page suivante sur le guide. Pas de problème. Donc voilà, là on était sur la partie charges fiscales et impôts directs avec voilà, la possibilité de la même manière de pouvoir demander un report et une remise d'impôt, avec la possibilité de modifier son taux de prélèvement d'imposition. Ça c'était important aussi, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas sur le site des impôts et on dit tiens, je fais une pause de mon impôt, mais je rentre un taux d'imposition à 0, ce qui me permet de ne pas payer pendant quelques mois, en tout cas, la partie impôt direct. Okay. Alors, ça, c'est du... Je pense que les crédits d'impôt, innovation, recherche, ça ne correspond pas voilà, à notre cible. Non. Je regarde Voilà, donc sur rapidement le s'il y a même des slide, questions. on va avoir le fonds d'État. Alors, sur le slide précédent, tu avais une partie… Il y a une question par rapport… Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, Stéphanie. Si, c'est bon. Il y a une question de Laurent Chaperon qui demande l'URSSAF en cas de paiement trimestriel. Faut-il faire la demande? Quand faut-il faire la demande? Je ne sais pas si ça c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Si, en fait, il faut faire la demande le plus rapidement possible à partir du moment où on est concerné, puisqu'ils sont en capacité de traiter que ce soit du prélèvement mensuel ou que ce soit du prélèvement trimestriel. Okay. Merci. Parfait. Donc après, quand tombait le prélèvement trimestriel, je m'entends, c'est-à-dire que s'il tombait en avril ou en mai, vous seriez concerné. S'il tombait en juin, pas forcément. Tout va dépendre. Il y avait une question sur le chat également il y avait une question sur le chat de Philippe Roca. Qu'entend-on exactement des reports des cotisations sociales? Certaines cotisations sont-elles exclues? Alors là, c'est une bonne question. Rentrer tout à fait dans le détail, moi, je ne les ai pas forcément. Par contre, on parlait plus de charges patronales et de charges sociales. Alors, URSSAF, organisme de retraite complémentaire, etc. On était sur ces parties-là en détail. Je ne sais pas si quelqu'un a l'information parmi nous, mais c'est vrai que nous, on est plutôt généraliste sur ce genre de choses. Après, sur le détail, il ne faut pas hésiter à aller voir au niveau de l'URSSAF, mais on parle vraiment de dette fiscale et sociale, donc tout ce qui va toucher à ses employés, tout ce qui va toucher à ses cotisations aux charges patronales et tout ce qui va toucher voilà, aux organismes publics. Hein. Oui, normalement, je valide, c'est effectivement l'ensemble des dettes fiscales et sociales. Ce sont l'ensemble des services de l'État en charge de ces dettes qui vous font le moratoire. Donc, c'est normalement un moratoire complet. Sur toutes les cotisations patronales que vous pouvez avoir sur vos structures. Et là, on parle bien de structure entreprise, tout ce qui est structure privée, en effet, c'est un peu différent, avec, voilà, comme on disait tout à l'heure, une possibilité de négociation sur son impôt sur le revenu, en baissant le taux de l'imposition. Mais après, vu qu'il n'y a pas les mêmes charges et qu'on ne retrouve pas les mêmes charges, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de moratoire sur les charges privées. Merci. Merci pour ces précisions. Ça répond à la question? Ben, j'ai l'impression, je vais juste vérifier. Bon.
vous laisse poursuivre en tout cas. Pas de souci. Ouais, c'est bon. Donc après, vous avez, je ne sais pas si vous pouvez remonter sur le slide précédent. Bien sûr. Voilà. Voilà. Ici. Ça vous va comme ça? Je ne sais pas si vous voyez, moi, sur la partie fonds de garantie État, donc l'État a décidé de mobiliser 300 milliards d'euros, qui est un chiffre plutôt impressionnant et qui parle voilà, un tout petit peu sur la capacité à pouvoir garantir les frais de trésorerie à la hauteur de 90%. Donc, c'est-à-dire que toute entreprise qui un nouveau prêt de trésorerie auprès de sa banque, selon certains critères d'éligibilité, bien sûr, puisque tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Dans ce cas-là, le prêt sera garanti par l'État à 90%. Et c'est en effet l'opérateur de la garantie, c'est BPI. Les choses sont très simples à faire. Vous faites une demande auprès de votre banque du prêt PGE, on appelle ça prêt garanti par l'État, c'est un prêt PGE, de maximum 25% du montant de votre chiffre d'affaires annuel hors taxe 2019. Si vous êtes ouvert après, si vous n'avez pas une année complète, là, dans ce cas-là, ce sera sur 3 mois de chiffre d'affaires moyen généré entre 2019 et 2020. Et là, vous sollicitez votre établissement bancaire qui peut lui demander une couverture en garantie de 90% de l'État. Le mieux, c'est de faire une demande par mail. Aujourd'hui, les banques jouent à peu près le jeu. C'est plutôt compliqué en termes de délai de traitement, puisque en effet, ils ont énormément de demandes à traiter, puisqu'une bonne partie des activités sont en arrêt aujourd'hui. On a une question sur... Pardon. Vas-y. Il y a une question sur Facebook d'une de nos collègues d'Office de tourisme qui demande s'il y a des dispositifs, des aides spécifiques pour les associations, voilà, pour le statut associatif. Est-ce qu'il y a des aides vraiment dédiées? Alors, les associations sont éligibles à la majorité des mesures et des dispositifs qui ont été mis en place. D'accord. Merci. Donc, elles ne sont pas exclues du système. Elles ont aussi la possibilité de mobiliser des crédits. Elles ont aussi la possibilité, voilà, des différentes mesures qu'on va pouvoir voir, en tout cas de les solliciter. Après, il n'y a pas de mesure spécifique par secteur d'activité ou quoi que ce soit, mais on est vraiment sur du général aujourd'hui, puisque l'idée, c'était d'avoir la possibilité d'activer très facilement et très rapidement des mesures qui permettraient aux entreprises de pouvoir en tout cas, passer le cap d'un chiffre d'affaires complètement dégradé sur cette période-là. Il y avait aussi au niveau des établissements bancaires la possibilité de demander une pause mensualité de 6 mois sur le remboursement de ces crédits. C'est une pause qui se fait sur demande individuelle. Pour certaines banques, ils ont pu le généraliser, mais pour d'autres, c'était plutôt des demandes individuelles. De la même manière, toutes les aides régionales ont connu connaissent en tout cas un moratoire de 6 mois. Et donc, il n'y aura aucun prélèvement des prêts à taux zéro qui avaient été accordés par les régions aux structures normandes jusqu'en octobre 2020. Donc, là... Sur le prêt PGE, juste Stéphanie, si des questions se posent après avoir eu votre contact avec la banque, vous avez ensuite une connexion à faire sur le site BPI France. Il y a des documents qui vous décrivent pas à pas la démarche. Si vous avez besoin, on pourra vous les transmettre. Ouais, le site, c'est la banque vous donne son accord de principe. Une fois que vous avez l'accord de principe de la banque ou des banques partenaires, vous allez sur un site qui s'appelle attestation-pge.fr. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il vous faut décrire le prêt que vous souhaitez garantir, enfin qui sera garanti par l'État. Vous avez un numéro référent unique que vous donnez à vos partenaires bancaires pour que la garantie puisse être activée et l'offre de prêt éditée. Merci. Ces prêts PGE, ils sont aujourd'hui valables et on peut les souscrire jusqu'au 31 décembre 2020. Après, voilà, tout dépend de la consommation de l'enveloppe globale, puisqu'on restera quand même sur un dispositif qui est doté de 300 milliards d'euros. Quand il sera totalement consommé, ce sera plus compliqué.
Donc, pour en bénéficier rapidement, malgré tout, les critères d'éligibilité, c'est en effet d'avoir généré et déclaré du chiffre d'affaires, voilà, au moins un peu sur 2019 et 2020, de ne pas être une entreprise en situation de difficulté, c'est-à-dire soit en fonds propres négatifs, soit en redressement judiciaire, voilà, et puis d'avoir des capacités de remboursement du prêt que vous allez solliciter. C'est un différé d'1 an sur ce prêt-là, donc il y a pas de frais, en tout cas à engager sur la première année. Et dans 1 an, vous négocierez le délai de remboursement et d'amortissement du prêt avec votre établissement bancaire. Ok, je crois que ce que vous dites répond à un certain nombre de questions qui sont posées par nos participants, puisqu'ils ont, ils ont effectivement pas mal de questions là-dessus. Je parcours rapidement les éléments. On suit aussi le fil Facebook avec mon collègue Nicolas. Comme ça, on essaie vraiment de… Voilà, il faut que vous fassiez en effet la demande plutôt par mail et que vous attendiez voilà, le retour de votre banque et d'avoir soit une notification d'accord, soit une notification de refus par mail. Il faut que vous ayez une trace quand même des démarches que vous effectuez. Hein. Effectivement. Ok, très bien. On peut passer à la suivante qui va peut-être répondre à une partie voilà, des questions aussi qui se présentent. Si vous vous retrouvez sur une situation de problématique d'échange avec votre partenaire bancaire pour une raison ou pour une autre ou avec un refus, vous avez la possibilité de pouvoir contacter le médiateur crédit. La Banque de France a mis à disposition des médiateurs crédit. Ils ont renforcé leurs équipes dessus et vous allez sur le site médiateur-banque.france.fr et voilà, vous saisissez une demande et sous 48 heures, vous êtes recontacté. Après, on pourra échanger, et là, c'est Dominique Didajuel qui prendra la main sur le sujet, sur voilà, les refus pour incapacité financière, pour notification d'entreprise en difficulté, fonds propres négatifs, etc. Là, je laisserai la main à Dominique sur le sujet. Voilà, vous avez aussi médiateurs entreprises qui ont été mis en place pour la partie donc, échange fournisseurs, clients et problématiques que vous pourriez avoir sur des retards de paiement, des services, des marchandises non conformes. Vous avez également un site qui est à disposition et qui peut permettre à répondre à différentes questions. Pardon, j'ai fait une petite erreur de manip, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. On en était là, me semble-t-il. Oui. Voilà, alors sur la partie difficultés financières dans la commission des chefs de services financiers, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, ça vous aurez la possibilité d'aller directement sur le site de la DGFiP et de solliciter. Donc là, on est plus sur des dettes antérieures sur lesquelles vous pouvez avoir des difficultés. D'accord. Je passe. Donc voilà, ensuite, on a en effet voilà, partenaire financier privilégié aujourd'hui pour l'accompagnement des entreprises autres que son partenaire bancaire, BPI France. Pourquoi BPI France? Parce que la majorité des régions contractuellement travaillent avec BPI France, donc abondent les fonds BPI pour que les prêts mis à disposition, ou en tout cas les enveloppes de prêts mis à disposition, puissent être assez conséquents et servir une bonne majorité des entreprises. Donc en effet, aujourd'hui, il existe différents prêts que BPI a pu mettre en place et sur lesquels la région Normandie a pu abonder pour qu'on ait plus de possibilités d'accompagnement des entreprises. Donc là, on parlait voilà, de garanties de report systématique. BPI France a mis en place également des reports pour tous ceux qui avaient bénéficié de prêts BPI. Donc, les dispositifs en garantie, on l'a plutôt évoqué, voilà, c'est la garantie État qui aujourd'hui prime sur les autres garanties qui existaient et les garanties régionales. Mais en dispositif de financement, on a aujourd'hui la possibilité, vous avez la possibilité de demander soit
prêt à tout, soit un prêt rebond, soit un prêt TPE croissance. L'idée, pour faciliter, les démarches, auprès de BPI, c'est d'aller sur le site, TPE croissance, normandie.fr, sur lequel vous allez pouvoir, remplir un formulaire avec différentes informations et ce qui vous donnera accès à la totalité, des accompagnements BPI. Il reste, voilà, mettre en fait, de la possibilité d'accompagnement avec les différents leviers financiers qu'ils ont. C'est pas évident, d'identifier, le meilleur levier en fonction des entreprises. Donc vous allez sur, prêt TPE croissance, normandie.fr et vous pouvez remplir un formulaire. Ce qui arrivera chez BPI, ex-Haute-Normandie ou ex-Basse-Normandie en fonction de sa localisation géographique et qui sera traité et vous aurez un retour de leur part, soit en accord d'accompagnement, soit en reroutant vers d'autres dispositifs qui pourraient répondre à vos besoins. Alors Stéphanie, j'ai deux questions, là, une sur le chat et une sur Facebook qui concernent les micro-entreprises. Voilà, est-ce qu'elles peuvent prétendre aux différents types d'aides et comment elles peuvent faire dans ce cas-là, comment elles peuvent procéder? Alors, sur les micro-entreprises, vous pouvez bénéficier du prêt PGE, donc du prêt avec la garantie État, à partir du moment où votre partenaire bancaire est d'accord pour financer et souhaite voilà, partir sur ce prêt-là sans difficulté. Ensuite, sur les micro-entreprises, vous n'aurez pas accès au prêt BPI parce qu'il faut avoir, voilà, il y a différents critères qui permettent d'accessibilité, mais vous avez la possibilité de solliciter des organismes de microcrédit. Si vous souhaitez être accompagné sous format de prêt. Et les organismes de microcrédit, vous avez aujourd'hui l'ADIE, ADIE, qui est une association et qui accompagne les structures qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. C'est une structure qui a également et été dotée, abondée en tout cas, en fonds pour pouvoir voilà, accompagner plus d'entreprises pendant cette période qu'elle ne le faisait auparavant. Ok. Ok, merci. Sur le slide suivant. J'y vais. J'ai une connexion qui n'est pas toujours stable, donc ça peut prendre un quelques secondes. Voilà. C'est pas évident parce qu'on arrive à suivre. Non, ça marche. J'y suis. Voilà, donc les mesures région Normandie, ou en tout cas les prêts qui sont abondés par la région, on en a parlé tout de suite, le prêt croissance TPE et le prêt rebond qui aujourd'hui est disponible voilà, directement à BPI France. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, prêt croissance TPE Normandie, c'est sur ce site que vous rentrez pour la totalité des demandes auprès de BPI. La région Normandie a également créé un prêt trésorerie Covid-19 qui reste ouvert aux entreprises qui étaient éligibles au dispositif de l'AD Normandie. Donc les entreprises du tourisme, tout ce qui va être hôtellerie de plein air, tout ce qui est hôtel, hébergement, parc de loisirs, musées, structures privées et personnes morales peuvent bénéficier de ce prêt-là. Donc, le prêt trésorerie Covid-19 vient en contrepartie de votre prêt bancaire. C'est-à-dire que vous sollicitez un prêt bancaire, votre banque vous donne l'accès à un prêt bancaire et nous, on vient compléter ce prêt bancaire. On ne peut pas intervenir tout seul sans que la banque ait pu donner un premier accord. Et là, on accompagne en effet votre besoin en trésorerie sur ce qui peut être vu avec votre expert comptable. Donc là, on va passer au slide suivant. Parfait. Sur le slide suivant, on est là sur des mesures en subvention. D'accord, donc c'est les seules mesures qu'on va connaître aujourd'hui en subvention, qui est dans un premier temps le Fonds de solidarité national que vous devez connaître, qui a été mis en place à partir du 31 mars, 1er avril, pour les structures qui avaient perdu 50% de leur chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020, ou qui avaient été sous l'arrêté du 14-16 mars 2020 de fermeture administrative.
Ces structures, pour être éligibles, doivent avoir moins de 10 ETP, donc équivalent temps plein, et doivent réaliser moins d'1 million de chiffre d'affaires sur l'année et moins de 60 000 € de bénéfices pour les indépendants. Donc là, toutes les très petites entreprises, c'est un peu les critères d'éligibilité, travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, peuvent faire la demande de ce Fonds national de solidarité à partir du moment où vous remplissez au moins l'un des 2 critères. Donc, c'est une aide qui est sur un maximum de 1 500 € et qui est calculée en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, quand vous saisissez votre demande, vous rentrez sur le site impôts.gouv.fr avec votre numéro fiscal et ensuite vous avez un onglet Fonds national de solidarité et vous aurez la possibilité de faire la demande. Vous avez souvent un retour en moyenne sous 7 à 8 jours et un versement des fonds entre 5 à 7 jours. Le Fonds national de solidarité, il peut être sollicité pour la perte de chiffre d'affaires générée en mars, donc de mars à mars, et il sera encore ouvert en mai pour les chiffres d'affaires donc de avril 2019 à avril 2020. Pour toutes les structures qui n'ont pas eu de chiffre d'affaires sur 2019 parce qu'elles ont été ouvertes plus tard ou parce que voilà, il y a eu différentes choses, soit vous êtes sous la coupe de la fermeture administrative et dans ce cas-là, vous êtes éligible, soit il y a la possibilité de considérer un chiffre d'affaires moyen et de justifier que vous avez une perte par rapport au chiffre d'affaires moyen que générait votre entreprise. Pour ça, il faut avoir un numéro de sirène. Donc, chaque structure éligible, ou en tout cas pour bénéficier du Fonds de solidarité nationale, il faut que vous ayez un numéro de sirène. Il faut que vous soyez enregistré au registre du commerce. Et là, dans ce cas-là, vous pourrez en bénéficier. Les structures agricoles aussi peuvent en bénéficier. Est-ce que les loueurs non professionnels sont éligibles à cette aide de 1 500 €? Non, à partir du moment où vous n'avez pas de numéro de sirène et que vous n'êtes pas enregistré, vous ne bénéficierez pas du Fonds national de solidarité. Là, on parle vraiment des mesures liées aux entreprises. Tout ce qui est à titre particulier, il n'y a pas de mesure, en tout cas à notre connaissance, pour d'accompagnement. Okay. Si les loueurs meublés non professionnels ont un statut d'entreprise, il n'y a pas de difficulté. S'il n'y a pas de statut d'entreprise, là, dans ce cas-là, non. C'est pareil pour les chambres d'hôtes voilà, ou d'autres structures qui ne seraient pas enregistrées. Alors, on va avoir un deuxième fonds de solidarité qui, là, sera plutôt un fonds de solidarité régional qui devrait se mettre en place à partir du 15 avril et dont les conditions sont évoquées ici sur le slide, mais qui sont en train de changer. Donc là, les conditions d'éligibilité du deuxième volet ou du volet 2, comme on peut l'appeler, il faudra que vous ayez été accompagné sur le Fonds de solidarité nationale, donc il faudra que vous ayez bénéficié du volet 1 et que vous ayez au moins un employé à temps plein sur votre structure. D'accord. Et que vous ayez aussi la possibilité de présenter soit un refus de prêt bancaire, soit j'ai arrivé à une non-réponse de votre banque depuis au moins 10 jours. Et là, vous pourrez bénéficier de, on disait 2 000 € forfaitaires complémentaires, mais cette somme devrait être augmentée et potentiellement passer à 5 000. Voilà, donc il faudra remplir le premier critère d'éligibilité pour bénéficier du deuxième. Et là, le formulaire à remplir sera disponible sur le site de l'AD Normandie à partir du 15 avril et vous connaîtrez les critères à ce moment-là. Parce que moi, je vous dis, c'est encore en train d'être négocié et en train d'évoluer plutôt dans le bon sens puisque c'est à la hausse, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces parties-là. Ouais. Il y avait une question d'une personne qui est revenue plusieurs fois, qui est retraité actif. En tant que travailleur indépendant, les aides ou subventions de la région sont-elles possibles en cas de fermeture administrative? Alors, c'est une bonne question parce que je vous dis, pour ça, il faut avoir bénéficié du Fonds national de solidarité. Le Fonds national de solidarité, vous pouvez en bénéficier à partir du moment où votre activité est une activité principale.
et n'est pas une activité secondaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez en effet des revenus à côté. On est sur des dispositifs qui sont des dispositifs entre guillemets anti-faillite et vraiment de soutien à des structures voilà, qui ont des difficultés aujourd'hui. Ok. C'est bon? C'est bon. C'est bon, vous pouvez poursuivre. Ouais. Je passe à la slide suivante, Stéphanie. Oui. Oui, parce qu'il faut que j'anticipe un tout petit peu. Non, non, mais pas de souci. C'est long, mais ça va. Faut être patient. Voilà. Pas de problème. C'est bon. Donc, on a évoqué tout à l'heure, les auto-entrepreneurs sont éligibles au Fonds national de solidarité, donc au volet 1, ne le seront pas forcément sur le volet 2, parce qu'il faut avoir un employé et c'est compliqué sur une auto-entreprise. Voilà, vous avez la possibilité de pouvoir faire des demandes auprès de l'URSSAF sur des délais de paiement et de bénéficier d'un arrêt de travail. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de faire une demande d'aide exceptionnelle auprès de l'URSSAF. Donc ça, c'est l'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale des indépendants. Vous tapez sur Internet aide exceptionnelle URSSAF, vous avez un formulaire à remplir et vous pouvez bénéficier entre 600 et 2000 euros d'aide directement. Donc ça peut être une solution à apporter en cas de besoin. Alors, on a la slide suivante, pareil, hein, mesures spécifiques pour les travailleurs indépendants. On avait essayé de faire ça voilà, par typologie d'activité. Donc, on est pareil sur les mêmes mesures qu'on peut retrouver dès le départ. La première chose, c'est voilà, de diminuer ses charges un maximum, de demander un report de celle-ci, qu'on soit en profession libérale, en artisan commerçant ou en travailleur indépendant. Et après, de pouvoir solliciter des aides exceptionnelles. Donc là, ça reprend un petit peu les mêmes, sauf qu'on n'a pas les mêmes sites ou les mêmes interlocuteurs en face. Alors, on aura un volet 3 qui s'appellera certainement Impulsion Résistance, qui sera là un volet de fonds régional et dont les départements et les EPCI communes vont pouvoir participer et accompagner. Et donc, ce volet 3 sera disponible très certainement à partir de début mai, fin avril, début mai. Et les modalités et les critères d'éligibilité sont encore en cours de discussion. On va faire de bruit. Attendez, je vais couper le micro de la personne qui parle. Ça va. Stéphanie, il y a une question qui vient régulièrement sur le chat. Est-ce que le fonds de solidarité est cumulable avec l'aide exceptionnelle de l'URSSAF? Oui, tout à fait. Ok. Oui. Vous pouvez faire les deux demandes sans difficulté. Et donc voilà, un volet 3 est en cours de réflexion et de préparation. Maintenant, le premier conseil et le conseil, parce que vous avez vu, on est sur des fonds et sur des dotations qui sont assez importantes, mais qui malgré tout, en termes de subventions ou d'accompagnement, peuvent représenter quelques milliers d'euros et peuvent peut-être ne pas être suffisants pour subvenir aux besoins de votre entreprise pendant ce délai-là. Donc, on vous incite à voilà, contacter votre partenaire bancaire pour un accompagnement financier via les crédits de trésorerie PGE si vous avez la possibilité. C'est de toute façon le levier à privilégier aujourd'hui. Il sera très certainement destiné à la sortie de tout ça, des mesures de relance et des mesures d'accompagnement. Mais l'idée, vraiment, c'est d'éviter la cessation de paiement ou les difficultés financières pendant cette période.
Et c'est là où, voilà, si demain vous avez un refus bancaire, si demain vous avez des difficultés pour pouvoir être accompagné parce que votre entreprise avait déjà subi différents sinistres ou des difficultés de gestion, je ne sais pas si c'est une transition pour Dominique, peut-être. Vous pouvez de toute façon, la région a mis un service téléphonique, donc vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous envoyer des mails sur covid-19-echo@normandie.fr. Vous pouvez également appeler la CCI qui voilà, a une permanence à l'accompagnement des entreprises pour différentes mesures et différents soutiens. Et on a voilà, le dispositif ARM, donc anticipation, redressement, mutation économique, qui peut répondre aux entreprises qui connaissent quelques difficultés ou qui ont connu quelques difficultés et qui aujourd'hui sont un peu pénalisées par ces difficultés. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, et moi je veux bien y répondre et prendre le temps d'y répondre, ou sinon Dominique peut aussi prendre le relais. Juste avant, il y a une question de Pamela là, qui vient d'arriver dans le chat. Elle dit, dans mon cas, agent de voyage, je n'ai pas d'investissement lourd, mais une perte de chiffre d'affaires de 100% sur plusieurs mois. Étant donné que je n'ai aucun prêt, je ne suis donc pas éligible au fonds régional. Il n'y a pas de corrélation en fait entre le Fonds national de solidarité et les prêts. C'est-à-dire que sur le deuxième volet, il faut que vous ayez un employé. Donc, je ne sais pas si agent de voyage, vous aviez un employé à temps plein. Je ne sais pas, elle est peut-être en train de répondre. Oui, elle est salariée, elle dit. Oui, je suis salariée. Oui, alors si vous êtes salarié, vous n'êtes pas travailleur indépendant. La particularité, c'est qu'il faut être travailleur indépendant pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Et si vous êtes salarié, votre employeur, lui, peut mettre des choses en place, c'est-à-dire soit le chômage partiel, soit le télétravail, soit, et assimiler salarié, je ne sais pas ce que ça veut dire, je le vois, vous êtes votre propre employeur sous un statut de SAS, vous pouvez bénéficier du Fonds national de solidarité, ça, il n'y a pas de souci. Alors, le fonds régional, je réponds parce que je vois Pamela qui s'affiche au fur et à mesure où on essaye de discuter. Et c'est pour ça que je vous dis que chaque cas est unique et il ne faut pas soit appeler la Chambre de commerce et d'industrie, soit directement le numéro de la région. Et comme ça, on essaye de voir ensemble comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Mais en effet, il faut que vous ayez un employé à temps plein dans votre structure. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez une entreprise employeuse pour avoir le volet 2, donc le fonds régional. Le Fonds national de solidarité, la région a abondé et a mis de l'argent à la hauteur de son produit intérieur brut et de la participation. Donc, c'est déjà un fonds voilà, qui est doté aujourd'hui d'1,7 milliard d'euros et qui accompagne les entreprises. Et le deuxième volet est un peu plus régional puisque il dépend en effet plus des secteurs d'activité et des problématiques économiques de sa propre région. Et là, les critères d'éligibilité sont d'être une entreprise qui a bénéficié du Fonds national de solidarité et qui emploie au moins une personne à temps plein et qui a eu un refus de prêt bancaire et qui a perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires ou qui n'a pas eu de réponse de sa banque sous un délai correct. Je ne sais pas si tu as répondu. Le troisième critère avec refus. Alors, si vous avez eu un prêt bancaire, en effet, vous ne serez pas éligible au volet 2. L'idée, là, c'est des systèmes anti-faillite. Donc, on est vraiment sur un accompagnement pour éviter que les entreprises soient en défaut de paiement sur en tout cas le deuxième volet et les entreprises employeuses, parce qu'il est important que les entreprises employeuses puissent conserver les emplois et qu'à la relance, elles puissent reprendre l'activité et que surtout, les employés soient payés pendant la durée. Nico, est-ce que tu veux répondre enfin, moi, je veux bien m'atteler à y répondre et à regarder un peu et à faire des réponses génériques en fonction des questions, parce que je vois il y a 80 messages, ça doit pas être évident à traiter. En fait, il y a eu pas mal de réactions à ce que vous disiez. Pardon. Allez-y. Moi, je lis les questions aussi sur la perte de chiffre d'affaires. Effectivement, c'est bien la comparaison entre mars 2019 et mars 2020.
avec une perte de chiffre d'affaires de 50% si vous ne faites pas partie des structures qui ont été dans l'obligation de fermer. Et ce sera reconduit sur le mois d'avril, c'est-à-dire qu'en avril 2019, avril 2020, en mai, vous pourrez souscrire au Fonds de solidarité, au Fonds national de solidarité en mai sur les chiffres d'affaires du mois d'avril. Alors, j'ai des petites questions là plusieurs questions qui se recoupent sur le Facebook Live. Le cas de propriétaires de chambres d'hôtes qui me disent qu'ils n'ont pas de numéro de sirène et qui exercent depuis peu de temps, moins d'1 an. À quel fonds peuvent-ils prétendre? En fait, là, on ne va pas avoir de solution parce que nous, on est vraiment État, région, mobilisés sur l'accompagnement des entreprises. À partir du moment où vous avez une activité qui n'est pas déclarée, je m'entends, de façon professionnelle ou en tout cas sous la coupe d'une entreprise, aujourd'hui, on n'a pas de mesure. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre contact avec votre banque, de poser les prêts personnels et de limiter un maximum les charges ou de faire un crédit personnel pour faire face aux besoins. Mais vous ne pouvez pas émerger à des dispositifs qui sont liés aux entreprises. D'accord. Merci. Alors, il y a une question de Philippe Roca qui vient d'être posée. Je sais pas. Un arrêté Manche vient de tomber. Obligation de fermeture des structures d'hébergement. Quelles conséquences sur les fonds de solidarité? Et une autre question de Ségolène Chenel de l'Office d'Honfleur. Quid des guides en auto-entreprise qui travaillent avec les offices de tourisme, sachant que les offices sont fermés et en interdiction de recevoir du public? Alors très clairement, on a bien conscience qu'il y a beaucoup d'activités qui sont fermées ou arrêtées ou dont le chiffre d'affaires est arrivé à 0 par contamination des fermetures administratives existantes, clairement. Et donc là-dessus, au niveau région, on réfléchit. Alors là, ce sera plus Sandrine Fanger qui pourra prendre la parole tout à l'heure et qui référence les différentes typologies d'activités qu'on peut avoir dans le tourisme et les problématiques liées à ces différents types d'activités. On a bien conscience, en effet, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, et notamment sur le secteur d'activité du tourisme, qui sont en arrêt, soit par contamination, soit directement sous la coupe de fermeture administrative. Donc oui, on a entendu parler qu'il y avait des départements, des mairies qui émettaient des notifications de fermeture ou des couvre-feux ou de fermeture de chambres d'hôtes ou de lieux d'hébergement ou hébergement touristique, simplement pour éviter que des touristes viennent profiter du bord de mer pendant ces délais-là. Donc, ce n'est pas directement lié à eux, mais c'est vraiment lié aux problématiques de confinement et au respect du confinement par des gens qui ne le respecteraient pas. Donc, ils essayent d'éviter qu'il y ait des gens de départements extérieurs qui viennent s'installer pour quelques jours en Normandie. Après, si la personne est effectivement auto-entrepreneur, vous pouvez faire la demande du Fonds national de solidarité. En tant qu'auto-entrepreneur, vous devez avoir un numéro Direct, oui. de sirène, oui. Et si vous n'en bénéficiez pas sur mars, vous pouvez en bénéficier sur avril. Encore une fois, c'est vrai que des fois, le montant de la perte de chiffre d'affaires n'était pas conséquente en mars, mais le sera en avril. Et là, dans ce cas-là, ce sera réouvert sur avril. Donc du 1er avril au 30 avril 2020 avec une possibilité donc sur le site impôts.gouv.fr de pouvoir solliciter le Fonds national. Peut-être, Stéphanie, revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais que je pense important de rappeler, c'est qu'on est vraiment sur des mesures d'urgence, de sauvegarde de l'activité pour éviter les faillites au maximum. On n'est pas sur un plan de relance, on est vraiment sur des… Alors, moi, j'appelle ça un peu des rustines, mais c'est un petit peu l'idée, c'est que voilà, la situation est tellement compliquée et grave pour le monde économique en général et bien sûr toute la filière touristique, que là, l'idée, c'est de faire en sorte quand on va ressortir du confinement, que les entreprises ne soient pas mortes en fait et que les gens ne soient pas au chômage de façon permanente. Donc, on est vraiment sur des mesures d'urgence. Les réflexions effectivement sont engagées sur des mesures à plus long terme et la région a déjà des dispositifs qui seront mobilisables sur des mesures à plus long terme. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez conscience de ça et qu'on est sur de la sauvegarde de l'activité en général, quoi.
Oui, c'est bien de le préciser, Sandrine. Effectivement, on est sur du pansement et pour éviter l'hémorragie le plus possible, mais en rien, effectivement, ce ne sont des mesures. C'est ça, c'est très compliqué de mesurer un sinistre et l'impact d'un sinistre tant qu'il n'est pas terminé. Et en gros, on est encore en plein dedans. Donc, vivement qu'il soit terminé, ça c'est certain. On ne sait pas trop comment ni comment ça va réouvrir, mais par contre, c'est une certitude, c'est compliqué voilà, de créer des dispositifs alors que le sinistre est encore en cours. Donc, pour l'instant, c'est vraiment des mesures pour garder la tête hors de l'eau, quoi. J'ai vu passer pas mal de messages aussi sur les arrêtés préfectoraux avec des dates différentes selon les départements, etc. C'est un problème, effectivement. Les préfets aujourd'hui prennent des arrêtés pour des fermetures. Alors, Stéphanie l'a très bien expliqué, hein, c'est pour éviter l'arrivée massive de Parisiens. Alors, on ne va pas les stigmatiser, mais en tout cas de gens qui voudraient venir en vacances dans notre belle région et avec les risques sanitaires que ça peut entraîner. Donc, la décision d'un certain nombre de préfets a été d'interdire toute location pendant cette période de vacances. Les dates varient d'un département à l'autre, c'est vrai. Après, les dates, elles seront surtout remises en cause vraisemblablement par les annonces qu'on attend tous du président de la République en début de semaine prochaine. En fait, ce qu'on attend tous, c'est les dates de sortie de confinement et les modalités de sortie. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment travailler sur la suite, sur des plans de relance, etc. Et nous, on va se rapprocher, je vais demander au cabinet de la région qui se rapproche de la préfecture de région pour qu'on puisse avoir des dates communes à tous les départements pour qu'on puisse y voir un peu clair et communiquer globalement en direction de nos clientèles quand on sortira du confinement. Redonner le lien sur l'URSSAF. Ah oui. Je ne sais pas si d'autres participants ont des questions relatives à des cas peut-être spécifiques ou des difficultés à faire remonter pour qu'on puisse aussi s'en faire le relais. Dominique, tu veux peut-être, toi, parler un peu des entreprises sur la partie, le conseil, je réaffirme le conseil qui vous a été donné par Stéphanie. La première démarche aujourd'hui, outre les moratoires, vos demandes de report d'échéance et puis le Fonds national de solidarité, il faut vraiment vous rapprocher de vos banques. Et si vous avez des problématiques à obtenir à la fois le prêt PGE parce que votre situation antérieure avant la pandémie était un peu fragile ou vous ne rentrez pas complètement dans les critères, surtout il ne faut pas hésiter à contacter la région pour qu'on puisse vous aider, soit à rentrer dans des dispositifs de type dispositif trésorerie Covid-19 ou avec nos collègues de l'agence, on peut vous trouver des solutions, échanger avec votre banque, passer sur des prêts bancaires classiques avec un système de cofinancement possible par la région dans ces cas de figure. La structure dont je m'occupe, qui complète en fait l'action de l'ADN sur l'aide aux entreprises est donc dédiée aux structures fragilisées. Donc, si vous êtes également en procédure, ce qu'on appelle des procédures préventives, en mandat ad hoc, en conciliation, ou même en plan de redressement judiciaire ou de continuation qui a été validé par le tribunal, on peut aussi intervenir à vos côtés. Donc, le message, c'est votre banque et si vous avez des problématiques, recontactez-nous sur notre plateforme commune avec le numéro de téléphone qui vous a été donné, qui vous est donné dans ce document qui s'affiche et également par mail et vous aurez un chargé de projet qui vous rappellera dans la foulée. Oui, c'est important de le préciser, effectivement, Dominique, que l'AD est vraiment en permanence à l'écoute de tous les professionnels qui se rapprochent de la structure. Donc, le numéro qui est présent dans le document est à utiliser
largement, quoi. Et à Les le chambres de relayer. commerce aussi sont assez Tout mobilisées. à fait, les chambres de commerce Plus. aussi, oui, il faut une première orientation et connaissent nos dispositifs, tout à fait. Oui, parce que 78 000 ou 80 000 entreprises en Normandie, ça va être compliqué de les gérer. Non, certes, mais c'est important que tout le monde puisse Totalement. savoir où trouver l'information. Et à des Normandies, aux régions Normandie dans sa globalité, parce que je crois qu'on va être mobilisé de plus en plus sur le sujet, puisque c'est important à la fois d'accompagner là pendant la période de difficulté et puis de pouvoir aussi accompagner après toutes les questions qui seront les vôtres et de rester mobilisé au service des entreprises. Oui, c'est ce que dit Véronique Marie-Françoise, c'est ça. Je confirme, hein, pour effectivement, là, c'est l'AD et ARM, donc le service de Dominique, qui sont vraiment en première ligne sur les mesures d'urgence et elles seront encore très mobilisées sur vraisemblablement les plans de relance. Plans de relance qu'on a tout juste commencé à travailler, ce que je disais tout à l'heure, compte tenu du peu d'informations dont on dispose, hein, sur la sortie de crise. Mais on a déjà commencé à se réunir avec un certain nombre d'offices, merci Marie-Flo, avec évidemment le CRT, les CDT, ADT, pour voir ce qu'il était envisageable. On a rencontré des têtes de réseaux professionnels, on va continuer à les rencontrer régulièrement pour avancer ensemble. Et puis, on va certainement avoir aussi des réflexions par filière quand elles sont très spécifiques. On avait une réunion, par exemple, ce matin avec des acteurs du tourisme d'affaires. Voilà, on est vraiment mobilisés, mais très en attente d'informations un peu concrètes sur lesquelles on va pouvoir construire, en fait. Ouais, c'est effectivement ça. J'ai Delphine Croc, la directrice de l'Office de tourisme de Rouen, qui me demande des précisions sur le statut des guides conférenciers qui ont des contrats d'usage avec les offices de tourisme. Est-ce qu'il y a des éventuelles aides complémentaires ou des dispositifs qui ont été cités sur lesquels ils pourraient faire la demande par rapport à leur statut qui est vraiment entre deux, quoi, parce qu'ils sont et en contrat et travailleurs indépendants également, quoi. C'est vrai que sur les guides, c'est quelque chose qu'on avait répertorié. Après, la problématique, c'est que très clairement, aujourd'hui, les mesures de soutien, elles sont générales et avec un système de critères d'éligibilité, comment je peux dire, très simple pour permettre de pouvoir traiter une majorité des demandes. Donc, c'est possible qu'on ait une difficulté là-dessus. Après, je ne connais pas exactement le statut des guides conférenciers. On pourrait peut-être avoir un échange sur le sujet et voir qu'est-ce qui pourrait être éligible. Et potentiellement, le volet 3 qui arriverait début mai, qui serait impulsion résistance, voilà, le volet normand, pourrait potentiellement répondre voilà, à leur structure, mais j'ai pas de certitude en la matière. Alors là aussi, hein, sur les guides, on a bien conscience de la fragilité de ces activités-là et de cette typologie d'entreprise. Donc, on est en contact avec eux pour examiner ce qu'il est envisageable, ce à quoi ils peuvent éventuellement prétendre et ce qu'il faudrait éventuellement mettre en place pour, là encore, préserver l'emploi et l'activité. Mais on est en contact avec eux, avec la Fédération des guides. Et la difficulté des guides, c'est qu'il y a effectivement plusieurs types de structures et donc à chaque type de structure, une réponse en gros. Oui, c'est ça. C'est des cas spécifiques en fait, quasiment, quoi. Donc, mais c'est effectivement une question qu'on pourrait creuser puisque je pense qu'un certain nombre d'offices souhaiterait avoir des précisions là-dessus, donc on pourrait peut-être travailler sur cette question. L'État a été interpellé, hein, au niveau national par les guides parce que voilà, ils sont en très grande fragilité et très très inquiets. Donc je crus comprendre qu'il y avait une réflexion au niveau national. Je ne sais pas où elle en est. Voilà, on va essayer de se renseigner pour avancer. Oui. Je peux peut-être aussi demander à ADN Tourisme, notre fédération nationale, voir s'ils sont en train peut-être de traiter la question. Ok. Donc, on pourra revenir vers nos offices dès qu'on aura des précisions sur ces guides. Merci. Est-ce qu'il est possible de repréciser les modalités pour l'aide de 1 500 €? C'est le camping de la BDV qui redemande si c'est possible. Oui, bien sûr. Et Delphine Croc de Rouen nous remercie. Voilà. Je vous passe l'info. Parfait.
Bien sûr, le critère d'éligibilité sur le Fonds national de solidarité, donc les 1 500 €, il faut donc être une entreprise et avoir donc sur mars 2019, entre mars 2019 et mars 2020, avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires déclaré ou être sous la coupe de l'arrêté du 16 mars 2020 et donc fermeture administrative de son établissement. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez émarger au Fonds national de solidarité. Merci Stéphanie. Je vous en prie. Et qui sera très certainement reconduit, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le mois d'avril. À partir de une très petite entreprise inférieure à 10 ETP, inférieure à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 60 000 € de bénéfices pour les indépendants. Je surveille en même temps le fil de questions sur Facebook pour être sûre de ne pas rater de questions. Alors, on n'est pas sur un prêt de trésorerie de l'État, hein, les 1 500 €, c'est vraiment une subvention qui est donnée. J'ai vu M. Léril, je crois, qui écrit ça. Donc, on est sur une subvention. Alors, aujourd'hui, on a envie de dire que oui, c'est cumulable mars et avril. Maintenant, encore une fois, les choses changent et évoluent. Et il est possible qu'en fonction du fonds et des fonds disponibles, ce soit peut-être pas le cas. Donc, la porte n'est pas fermée parce que je lisais aussi que finalement, l'URSSAF, les conditions d'éligibilité de l'URSSAF, au départ, on pouvait bénéficier à la fois de l'aide de l'URSSAF et du Fonds national de solidarité. Et il semblerait que depuis lundi, ce soit exclu. Mais vous voyez comme quoi ça évolue. Après, je pense qu'il faut tenter. Ce sont des petites mesures d'accompagnement, mais voilà, qui peuvent évoluer en fonction de la disponibilité des fonds de ces mesures-là. On est sur 1,7 milliard sur le premier et on ne sait pas de combien sera doté le second. Il y a une autre question, Stéphanie, de Philippe Roca sur le fonds régional. Si le salarié est à temps partiel, peut-on y prétendre? On est vraiment sur un ETP, donc on est sur du temps plein. Si on a 2 temps partiels voilà, qui représentent un temps plein, ça va, mais sinon, ça va être compliqué. Voilà, c'est le critère d'éligibilité, c'est de représenter un temps plein, quoi. Voilà. Une question sur cette aide. Cette aide sera-t-elle imposable? Non, elles sont défiscalisées. Enfin, en tout cas, les subventions vont être défiscalisées. D'accord. Bonne nouvelle. Il y a quand même quelques petites choses positives. Ce serait un peu surprenant, oui, qu'on taxe en fait une subvention en moyenne de 30% alors qu'elle provient de l'État pour retourner dans les caisses de l'État. Bon, attendez, il y a une question de... Il y a une question de Baudry. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est la question? Et l'ASS des infos. Je ne sais pas quel est le... Est-ce que vous pouvez repréciser votre question? L'ASS des infos. Ouais. De Baudry. Je ne sais pas quelle est la question. Est-ce que la question peut être posée plus clairement, s'il vous plaît? Monsieur, Madame Baudry, s'il vous plaît. En attendant que la question soit reformulée, il y avait une question spécifique sur Facebook Live de Vincent de l'Office de tourisme d'Alençon qui nous demandait s'il y avait des dispositifs particuliers pour les chambres d'hôtes qui sont en SCI, Société Civile Immobilière. Alors, de la même manière, si la SCI est considérée comme assimilée à une société d'exploitation et qu'elle a un lien commercial, elle peut bénéficier de la majorité des aides. Par contre, si la SCI est familiale et là considérée avec un objet social de location de logement ou location de terrain, là, elle va être exclue des champs d'accompagnement. On est bien sur de l'accompagnement à la perte de chiffre d'affaires. Donc, il faut justifier en effet que ce soit une société d'exploitation qui génère du chiffre d'affaires. Ok, merci. Ok, pour ça. Les délais de réponse en moyenne sur la totalité des demandes que vous faites, je dis une moyenne parce qu'il y a des dossiers qui sont traités très vite et des dossiers un peu moins vite. On est entre 10 à 15 jours en moyenne. Donc, ça peut mettre 2 jours comme ça peut mettre un peu plus. Après, une fois que le dossier est traité et accordé, c'est entre 5 à 7 jours pour le règlement. Parfait. Okay. Et je vois Stéphane Le Sauvage qui confirmait qu'en effet, on ne peut pas cumuler les 2 dispositifs Fonds national de solidarité et URSSAF.
Alors, on rappelle aux participants que pour poser vos questions, c'est bien sur le module de conversation, sur le chat, puisqu'on est très nombreux dans la salle virtuelle et qu'on ne pourrait pas donner la parole à tout le monde. Donc, on vous laisse encore quelques minutes pour formuler vos questions, voilà, afin que nos intervenantes puissent tenter d'y répondre. En tout cas, jusque-là, on a quand même un maximum de réponses et c'est vraiment bien. Ça permet de rassurer quand même. Il y a une autre question sur le Facebook Live concernant la déclaration d'avril. Quels sont les chiffres à donner, sachant que j'ai créé mon activité en décembre 2019? Faut-il faire une moyenne des 3 derniers mois? Oui, ce sera ça. Alors, de toute façon, il faudra l'accompagner ou alors il faut d'ores et déjà demander à son expert comptable. Alors, c'est un peu compliqué. Ils sont aussi assez débordés. Soit d'avoir une situation intermédiaire de votre entreprise, soit d'avoir une attestation du chiffre d'affaires. En fonction de l'attestation du chiffre d'affaires, vous le ramenez en effet à un chiffre d'affaires moyen mensuel. Merci. Quelles aides pour ceux qui ont démarré après le 1er mars? Merci Véronique pour ta question, c'est sympa. En effet, il faut avoir été créé avant le 1er février 2020. Sinon, c'est compliqué de pouvoir bénéficier d'aides et celles qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas avec les critères d'éligibilité. Encore une fois, votre partenaire bancaire peut être une bonne solution si vous n'aviez pas fait de crédit à ce moment-là. Et il peut, donc là, en l'occurrence, il ne serait pas sur un crédit PGE parce qu'on est d'accord, le prêt PGE, vous devez avoir justifié d'un chiffre d'affaires sur 2019, mais vous pouvez avoir des crédits avec d'autres types de garanties si il est d'accord pour vous accompagner sur ces moments de difficulté. J'ai une question qui est revenue 2 fois qui concerne les structures communales d'hébergement qui sont gérées par des collectivités. Est-ce que savez-vous s'il y a des aides qui sont à destination de ce type de structure? Alors non. Là, on est vraiment depuis le début, comme vous avez pu le remarquer sur les aides aux entreprises, les collectivités doivent être solidaires aujourd'hui des entreprises. Donc, les aides, pour le moment, ne sont pas du tout à destination des collectivités. Ça va être un problème pour un certain nombre de petites collectivités, on en a bien conscience, mais elles n'ont pas non plus la même assise financière et les mêmes possibilités d'emprunt que les entreprises. Donc, voilà, c'est pas la même problématique du tout. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur le maintien de l'activité économique de premier plan. Merci Sandrine. Il y a la possibilité, sur des sociétés d'économie mixte ou sur ce genre de structure, de contacter la Banque des Territoires. La Banque des Territoires est quand même aussi un accompagnateur à la fois du tourisme en général et ou des collectivités. Donc, ils ont peut-être des mesures d'accompagnement. Si vous êtes sur des territoires déjà un peu spécifiques comme Action Cœur de Ville ou ce genre de territoire qui avait été référencé. Et après, derrière, voilà, sur de l'accompagnement en collectivité, vous avez aussi des banques et la possibilité de pouvoir bénéficier de crédits auprès de vos établissements bancaires. Et de la même manière, voilà, la Banque des Territoires peut être un interlocuteur privilégié sur ces sociétés. La Banque des Territoires, on n'a pas de dispositif préétabli puisqu'ils gèrent systématiquement les dossiers de façon unique. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la partie remboursement ou pas des clients qui annulent certaines réservations en fonction d'eux. Je ne sais pas si là, par contre, plus au niveau des offices du tourisme, nous, on a entendu parler de Peut-être que Emmanuel, j'ai vu qu'il y avait Emmanuel Tricoire qui était en ligne, qui est notre collègue de la Fédération régionale. Peut-être, je ne sais pas s'il pouvait intervenir. Attends, je ouvre son micro sinon. Parce qu'effectivement, nous, on a tous les éléments juridiques sur la partie remboursement ou avoir sur les séjours qui ont été pris et commandés. Donc, je vais activer le micro d'Emmanuel. Je ne sais pas s'il est toujours près de nous. Je ne sais pas, tu nous entends, Manu? Je t'ai activé ton micro? Ah bah voilà, donc le voilà. Vas-y, on te laisse. Vas-y, tu nous entends? Oui, oui. Donc, la question est est-ce que les hébergeurs… Attends, je la reprends exactement pour être sûre d'y répondre correctement.
Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, Nico, non, la question? Pour être sûr. Je reprends le fil. Moi aussi. En fait, c'est relatif à toutes les annulations, des clients qui refuseraient les avoirs. Voilà comment procéder. Oui. Alors, un client peut refuser un avoir. Il peut refuser un avoir, mais il ne peut pas exiger à ce qu'on le rembourse tout de suite. C'est-à-dire que s'il refuse l'avoir qu'on lui propose, le prestataire a 18 mois à compter de l'émission de l'avoir pour le rembourser. Ça, c'est ce que prévoit la loi. Donc voilà, donc deux choses l'une, soit il accesse, le prestataire a obligation de lui proposer un avoir et une proposition de séjour alternatif d'un montant équivalent, valable pour une durée de 18 mois à compter de l'émission de la proposition. Si le client la refuse, il le fait savoir. Le prestataire, il a deux choix possibles. Soit il le rembourse intégralement tout de suite, soit il le rembourse à échéance des 18 mois. Voilà. Ok. Merci Emmanuel. Merci Manu. Il y a une précision de Laurence Chaperon qui demande s'il y a d'autres aides mobilisables à votre connaissance sur d'autres collectivités, que ce soit les communes ou les intercoms, en précisant qu'elle est sur une zone de revitalisation rurale. Alors, je ne sais pas ce que ça peut changer. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que tout ce qui est aide directe aux entreprises, c'est de la compétence de la région et voire de la métropole. Donc, c'est pas toutes les collectivités qui peuvent faire des aides directes aux entreprises. C'est très, très restreint. Voilà. Et par contre, on est en train de travailler avec les EPCI pour essayer d'avoir un fonds commun sur justement des types d'activités qui seraient dans le trou de la raquette aujourd'hui des aides en place. Mais pour le moment, à ma connaissance, alors après il peut y en avoir ponctuellement, mais on les connaît pas d'aides de PCI ou de communes. Je sais pas les collègues si vous avez Dominique, si tu as des éléments. Non, c'est effectivement quand Stéphanie évoquait tout à l'heure un volet impulsion résistance, ça serait aussi en partenariat avec les EPCI. Exactement. C'est d'avoir un fonds qui permet de pouvoir, en tout cas, répondre à une majorité d'entreprises en fonction des critères d'éligibilité et qui permettent d'être suffisamment dotés pour avoir une sorte d'équilibre sur tout le territoire. Parce que PCI par EPCI, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, l'idée, c'est de faire participer à la fois les EPCI, les départements et la région sur l'écriture d'un fonds qui permettrait, encore une fois, d'être sur des mesures d'anti-faillite. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir faire bénéficier aux entreprises qui n'ont pas la possibilité de subvenir à leurs besoins, d'avoir des prêts bancaires ou d'avoir d'autres types d'accompagnement, voilà, de pouvoir payer un minimum leurs charges. On n'est pas dans une compensation de la perte de chiffre d'affaires ou de la perte d'exploitation, encore une fois, et on est vraiment sur des mesures d'accompagnement pour éviter des cessations de paiement ou des difficultés liées à cette période. Alors, j'ai une question sur le Facebook Live qui est assez intéressante, qui n'est pas revenue jusqu'à maintenant, qui concerne les assurances. Certains évoquent l'idée que les assurances puissent intervenir par rapport aux pertes de chiffre d'affaires. Cela vous paraît-il envisageable sans avoir de contrat spécifique perte de chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez de votre côté des infos par rapport aux compagnies d'assurance ou sur ce volet-là? Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des assurances, et en l'occurrence, perte d'exploitation, aujourd'hui, il n'est pas envisagé qu'ils puissent mettre en place des indemnisations en perte d'exploitation. Le sinistre qu'on vit en ce moment et la pandémie n'est pas quelque chose qui est couvert par la garantie perte d'exploitation. Si toutefois les assureurs ouvraient la porte en disant oui, on peut indemniser en perte d'exploitation, on éliminerait du paysage économique la totalité des assureurs français, je pense, parce que ça représenterait des chiffres impressionnants. Donc, ils ont, dans un premier temps, doté le Fonds national de solidarité. Donc, ils ont participé aux 1,7 milliard d'euros en mettant, je crois, 200 ou 220 millions d'euros. L'État est en discussion avec le syndicat des assureurs, avec les assureurs au niveau national, pour voir quels sont les efforts et comment ça pourrait se faire. Encore une fois, on ne peut pas indemniser un sinistre tant qu'il est en cours. Donc, pour l'instant, ça reste à des niveaux de négociation et des niveaux d'échange, mais il n'y a rien qui est totalement acté sur le sujet.
Merci Stéphanie. Merci. Il y a eu d'autres questions sur le chat relatives à cet été, donc sur la partie est-ce que la saison va pouvoir être sauvée, hein, très clairement. Quelle perspective pour cet été au niveau de la fréquentation de notre région? Eh bien, personne à ce jour ne peut présumer de quoi que ce soit tant que nous n'avons pas de précision sur le déconfinement et sur les modalités ensuite de rassemblement et de mobilité des personnes. À ce jour, on ne peut pas y répondre. Et voilà. On aimerait beaucoup avoir la boule de cristal pour préparer la saison, mais on l'a pas. Effectivement, les conditions du déconfinement, la façon dont ça va se passer, la date. Je crois que la chose qu'on peut quand même partager, c'est que les clientèles internationales ne viendront pas. Donc, faut quand même qu'on se prépare à ça. Donc, puisque les frontières sont en partie fermées, que dans tous les pays, les confinements s'enclenchent les uns après les autres parce que, au fil de la progression du virus, hein, tout simplement. Donc, toutes les annulations, toutes les clientèles internationales ont annulé. Voilà. Et donc, il faut qu'on se fasse à l'idée que on sera sur une clientèle très, très, très largement française et peut-être une clientèle normande, quelque chose à travailler sans doute pour redonner envie aux Normands de découvrir notre belle région parce que certainement que les modes de consommation pour cet été vont être certainement assez différents de ce qu'ils ont été par le passé. On ne sait pas si ce sera durable, mais en tout cas, vraisemblablement pour cet été, il faut s'y préparer. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos offices de tourisme. Là, je m'adresse aux socioprofessionnels. Vous pouvez tout à fait vous rapprocher de vos offices de tourisme pour imaginer ensemble les plans de relance sur vos destinations. Mais effectivement, en capitalisant sur notre clientèle de proximité, hein, qui sera à 90% probablement normande. Voilà, tout ça sera à confirmer, mais les offices de tourisme sont aussi vos structures à votre disposition pour vous aider dans cette période très compliquée. Mais après cette période tumultueuse et vraiment sombre, on peut ensemble envisager l'avenir. Donc, contactez-les, ils sont à votre grande disposition. N'hésitez pas. On va peut-être vérifier qu'on n'a pas d'autres questions. Et puis, je vous propose, si on a fait le tour de l'ensemble des thématiques, eh bien, de clôturer ce web séminaire puisque on arrive bientôt à l'échéance de nos échanges. Pour tout ce qui est relatif, donc là je vois questions spécifiques aux agences de voyage. Au niveau de l'avoir, je propose à Pamela de rentrer en contact directement avec notre collègue Emmanuel Tricoire. Je vous mets son mail ici dans le chat où vous pourrez avoir des éléments d'information en direct avec lui. Puis il y a tous les éléments aussi sur notre site web www.ottnormandie.fr. Voilà pour ces éléments. Mesdames, est-ce que vous vouliez apporter une dernière précision au regard des dernières questions ou échanges qui sont en train d'arriver sur le chat? Non, je crois que ce qui est important de savoir, et bon, voilà, ça peut être rassurant quelque part, c'est que on référence, en tout cas au sein de l'AD Normandie, un maximum des entreprises qui nous contactent avec un détail des difficultés que vous rencontrez et des difficultés dont vous nous faites part et des mesures que vous avez pu solliciter et mettre en place pour vos structures. On fait une remontée bi-hebdomadaire, donc 2 fois par semaine avec le SGAR, préfecture, État et région pour essayer de dimensionner au mieux les mesures de relance qui seront faites par secteur d'activité. Donc là, dans l'idée, voilà, il faut absolument essayer de garder la tête hors de l'eau et de considérer que votre structure pourra réouvrir dans des conditions qui peut-être seront encore un peu dégradées, mais qu'on essaye de tout mettre en œuvre pour pouvoir accompagner une majorité d'entre vous. J'avais une dernière question qui vient d'arriver là sur le chat Facebook, qui est posée par quelqu'un du pays de l'Aigle. Les EPCI peuvent-elles prendre des délibérations sous le coup de l'article 1511.2 sous réserve d'accord et de notification de la région? Peut-être plus pour Sandrine, du coup.
C'est le cadre réglementaire habituel, donc si je ne me trompe. Donc, alors le numéro de l'article, vous m'excuserez, je ne suis pas sûre. Mais a priori, oui, mais de toute façon, les EPCI sont en discussion avec la région pour créer un fonds commun, enfin en tout cas un dispositif commun, même si ce n'est pas sous forme d'un fonds géré de façon unique. Mais donc voilà, je pense que les choses sont en train d'être discutées. Merci. Merci. Si on a terminé, moi, je souhaiterais, au nom de vous tous, si vous en êtes d'accord, remercier nos deux collègues Stéphanie et Dominique, parce que je sais à quel point elles sont occupées en ce moment. Elles sont très, très, très sollicitées. Donc, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Je pense que c'était vraiment important pour tout le monde qu'on puisse avoir ce temps de clarification. Donc voilà, merci. C'est tout. Avec plaisir. À votre disposition. Merci. Merci, merci beaucoup à toutes les quatre pour votre mobilisation et votre temps précieux, puisque, comme l'a dit Sandrine, vous êtes très mobilisés. On espère effectivement avoir pu clarifier un certain nombre d'éléments relatifs, que ce soit donc les aides de l'État, on les a un petit peu moins abordés, mais surtout sur ce que la région a mis en place et va encore s'atteler à mettre en place, puisque on voit bien que les échanges vont encore se poursuivre. Donc, n'hésitez pas à contacter le numéro qui est inscrit dans le document qui sera en ligne sur notre site web, et aussi de contacter vos chambres de commerce qui sont aussi à votre disposition, et vos offices de tourisme qui ont aussi un certain nombre de réponses à vous apporter, notamment sur toute la partie réglementation sur la contractualisation des produits et l'achat des produits touristiques qui ont eu lieu en amont de cette crise. En tout cas, un grand merci à tous. On vous souhaite à tous un bon moral, d'abord, une bonne santé aussi, parce que ça, c'est quand même l'essentiel. On espère vivement pouvoir avoir un semblant de saison dans les semaines, mois qui vont arriver. Gardons quand même espoir que ça puisse se tenir, et puis on saura de toute façon rebondir et se réinventer. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation, et on vous souhaite une bonne continuation à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.